Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Jean-Michel Amaré, le cofondateur d'Ataway, leader européen des stations de recharge hydrogène. On verra comment se porte la filière, ce qu'elle attend des pouvoirs publics en France et en Europe. Notre débat, il portera sur les enjeux de la préservation de l'eau à l'occasion du salon Aquapolis. La demande mondiale en eau pourrait dépasser l'offre de 40% d'ici 2030. Des solutions existent, vous verrez, pour éviter ou limiter cette pénurie. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Quai Aérogel qui vient d'annoncer une levée de fonds de 18 millions pour fabriquer de l'aérogel avec des déchets à base de silice. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti! L'invité de ce Smart Impact, c'est Jean-Michel Amaré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président d'Ataway. Vous l'avez créé il y a une douzaine d'années, présenté comme le leader européen des stations de recharge d'hydrogène. Alors, en quelques mots, c'est quoi Ataway? Et puis, vous en êtes tout de son développement aujourd'hui? Donc, Ataway, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et installe et maintient des stations hydrogène pour la mobilité, donc pour ravitailler tout type de véhicules qui circulent de manière décarbonée, zéro émission, avec le carburant propre qui est l'hydrogène. Ouais, et vous en êtes où aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui poursuit sa croissance très forte, puisque chaque année, on double, on triple d'activité. Là, entre 2024 et 2023-2024, on a doublé d'activité, 150 personnes, 19 millions de chiffre d'affaires et un parc de stations, de plus de 50 stations qui sont installées en fonctionnement aujourd'hui sur le territoire. Et à quel point c'est un métier d'innovation, d'avancée technologique ou industrielle? Tout simplement parce que nous sommes sur des technologies de rupture, donc c'est un métier déjà d'innovation au sens de la R&D. Il faut mettre au point, concevoir des nouveaux équipements à partir de composants qui eux-mêmes nécessitent d'être fiabilisés et mis au point. C'est également un métier sur lequel tout l'amont et l'aval de la chaîne, c'est pas tout de ravitailler des véhicules, mais il faut que les véhicules soient au point, qu'on soit capable d'avoir la chaîne qui permet de les maintenir, et puis en amont, de pouvoir produire l'hydrogène également au meilleur coût, dans les meilleures quantités. Donc c'est la mise en œuvre de toute une chaîne d'approvisionnement pour alimenter ces nouvelles mobilités. Alors cette filière hydrogène en France aujourd'hui, c'est 16 400 emplois, 124 installations stationnaires, un impact d'1 milliard sur le produit intérieur brut. Est-ce qu'elle va bien, la filière? Parce qu'il y a un souci, une question de passage à l'échelle, quoi. On en parle, l'entreprise, vous le disiez, elle existe depuis une douzaine d'années. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle de l'hydrogène, mais qu'on n'en voit pas tant que ça sur nos routes des voitures hydrogènes, quoi. Oui, alors on a 2000 véhicules qui circulent aujourd'hui en France, et puis 80 stations, 90 en projet, des véhicules qui vont être multipliés par 10 d'ici en termes de quantité d'ici 2030. Donc on est dans une accélération progressive, puisque comme je le disais, c'est toute une chaîne qui doit se mettre en place, de la production d'hydrogène avec l'approvisionnement d'énergie qui est décarbonée, jusqu'à la distribution, la maintenance, et donc tous les services qui sont autour de tout cela. Donc on est dans une phase de transition qui prend du temps, et il ne faut pas s'attendre à faut pas demander à l'hydrogène qu'elle fasse en 4 ans ce que d'autres technologies ont mis 20 ou 30 ans à réaliser comme parcours pour être déployées. Donc on est dans une phase d'accélération qui a réellement commencé depuis 2020, mais qui va nécessiter un parcours au long cours pour monter en puissance. Mais je lisais en préparant l'émission, 1088 véhicules vendus en Europe, sur toute l'Europe, pour l'année 2024. Alors, quand on crée des stations comme vous, on doit se dire, mais produisez des voitures, quoi. Alors, c'est le fait la poule, mais est-ce que c'est pas décevant, quand même, un chiffre comme ça? Alors, on parle de voitures, mais à côté de ça, il y a des bus, des bennes à ordures, des autocars, c'est tous les véhicules, hein. Des autocars, des bennes à ordures, et demain des camions. Il faut voir qu'on est dans cette phase de transition. Il faut mettre au point, et très clairement, le sujet de la sécurité est un sujet qui est pris au plus haut niveau. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses bien pour être sûr que derrière, cela fonctionne et que les usagers aient le plus haut degré de satisfaction en termes d'usage de leur nouveau véhicule. Il y a eu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il y a eu un petit effet d'accélération. Comment vous l'avez vécu cette période-là? Oui,
ne serait-ce que circuler ou marcher dans les rues de Paris, on voit directement qu'on va être confronté inévitablement à des taxis hydrogène, puisqu'il y a plus de 1000 taxis à hydrogène qui ont été déployés. Il y en avait déjà 500, il y en a 500 de plus qui ont rejoint la flotte. On a également eu des autocars qui circulaient. Il y a quelques bus qui circulent également en Ile-de-France. Donc il y a cet héritage en termes de mobilité sur Paris en Ile-de-France. Et on voit bien que ça a créé cette dynamique. Et c'est en train, petit à petit, d'être déployé dans d'autres métropoles et d'autres villes en France. Vous pouvez vous appuyer sur l'exemple de ce qui s'est passé pendant les Jeux ? Oui, parce que en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'hydrogène amène une complémentarité avec la batterie en tant que solution décarbonée de mobilité. Et l'usage intensif d'un véhicule justifie l'utilisation de l'hydrogène comme technologie pertinente, notamment, donc ne raisonnons pas en termes de typologie de véhicule qui est adapté ou pas à l'hydrogène, mais plutôt en typologie d'usage. Et c'est pour ça que les taxis montrent sur des véhicules légers et que l'usage est pertinent, puisque là on ouvre et on utilise ces taxis sur une période très très large, de 6h du matin jusqu'à minuit, voire plus parfois. Et donc là, on voit que pour résoudre et répondre à ces besoins intensifs, pour des véhicules légers, mais des véhicules utilitaires légers également pour les livraisons de marchandises, des transports de personnes avec des autocars, des bus et demain des camions qui vont avoir des longs rayons d'action, l'hydrogène amène une solution qui est incontournable pour décarboner notre mobilité, qui est encore aujourd'hui le plus gros émetteur de CO2 en France et en Europe. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? En France d'abord, et puis on parlera peut-être un peu d'Europe ensuite, justement pour accélérer encore le développement de la filière. De la continuité dans la visibilité. Ce dont ont besoin les industriels qui investissent massivement dans la durée sur ces technologies qui sont des technologies de rupture, de nouveauté, c'est d'avoir de la visibilité et donc d'amener cette continuité dans l'accompagnement et la montée en puissance de cette filière, tout simplement parce que cette filière qui est de l'innovation technologique permet de répondre aux enjeux environnementaux, de transition environnementale, aux enjeux de souveraineté énergétique et de souveraineté industrielle. Très clairement, les entreprises françaises et européennes, aujourd'hui, sont au top de l'état de l'art mondial en termes de maîtrise de la technologie. Ça serait dommage de laisser passer cette avance technologique qu'ont les entreprises au niveau européen pour le laisser à d'autres continents qui seraient ravis de prendre ces technologies en main. Est-ce que la Commission européenne actuelle, née des dernières élections, et voilà, on a vu que le centre de gravité avait un peu basculé, que les enjeux environnementaux sont en train d'être réduits ou pour certains diront mis sous le tapis. Est-ce que vous sentez cette ambition européenne ? Les enjeux, ou est-ce que vous vous dites, on est dans une période un peu de creux Non, l'ambition européenne a été renouvelée, très clairement. On voit qu'il y a eu également le rapport Draghi qui est sorti l'année dernière et qui a montré les enjeux environnementaux, mais économiques et industriels également. Et ces enjeux industriels, comme je le disais, nous pouvons nous appuyer aujourd'hui sur des champions français et européens qui maîtrisent ces technologies au niveau mondial et qui vont être capables d'être les champions de demain au niveau mondial pour déployer de manière large et soutenir cette économie et cette industrie française dont nous avons tous besoin. Est-ce qu'on a les moyens de soutenir plusieurs filières en même temps ? Oui. Vous nous dites on est complémentaires, il y a sur certaines mobilités, la solution hydrogène est vraiment la plus efficiente. Et voilà, est-ce qu'un État, parlons de la France, qui est très endetté, a les moyens de soutenir plusieurs filières en même temps ? Nous sommes pas faire des choix. Oui, nous ne sommes pas au même niveau de développement technologique, comme je le disais, sur des technologies qui ont déjà été soutenues en phase d'amorçage de manière très intensive il y a une dizaine d'années. Et qui maintenant ont besoin de moins de soutien puisqu'on arrive à des maturités technologiques et des maturités industrielles plus importantes, alors que là, l'hydrogène nécessite d'avoir cet accompagnement pour monter en la puissance en maturité industrielle afin de gagner ses parts de marché mondiales. Il y a toujours des craintes. Vous disiez tout à l'heure, il faut rassurer le consommateur. Il y a toujours des craintes, peut-être des fantasmes autour de la mobilité hydrogène. Peut-être pour continuer sur la création de richesse, ce qu'il faut voir au travers de ces emplois qui ont été créés et des emplois à créer d'ici 2030 et 2035, il est démontré par une étude qui a été menée par France Hydrogène d'ailleurs que 1 euro investi par l'État rapporte 4 euros à l'État en termes de taxes, de cotisations et de création de richesse derrière. Ça, le message est bien passé sur les risques. Alors les risques, bien entendu, on est sur des technologies qui méritent d'être regardées au plus haut niveau en termes d'attention sur les sujets sécurité, comme je le disais tout à l'heure, et
Certains incidents derniers nous ont montré que ces sujets-là sont pris au bon niveau, fonctionnent exactement comme ça doit se passer. On n'est jamais à l'aléa d'incidents qui se passent d'origine, qui peuvent être d'origine malveillante ou d'origine technique autre que celle de l'hydrogène. Et les équipements hydrogène se sont comportés de manière parfaite. Et donc, on est sur un niveau de maîtrise de la sécurité qui est excellent. Merci beaucoup Jean-Michel Amaré. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, la préservation de nos ressources en eau. Comment mieux préserver nos ressources en eau? C'est le thème de notre débat avec Lionel Léon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur du salon Aquapolis et Innopolis Expo. Et Sébastien Fayon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable du service gestion du patrimoine, schéma directeur au syndicat des eaux d'Île-de-France. Aquapolis Expo qui se tient les 1er et 2 avril prochains à Paris. Salon de la gestion durable de la ressource en eau. On va poser le décor, combien de participants et puis surtout quels enjeux de ce salon? Alors, donc c'est un salon professionnel déjà qui s'adresse vraiment aux acteurs publics et privés essentiellement. On va avoir entre 60 et 70 entreprises qui vont proposer beaucoup d'innovations autour de la gestion durable de l'eau. Entre 2 et 3 000 participants, visiteurs pour découvrir les conférences, les innovations qui se font, nouer des partenariats, etc. Quand et pourquoi surtout Aquapolis s'est créé? Alors nous, en fait, comme vous le disiez à la base, on organise un salon qui s'appelle Innopolis Expo, qui est autour de l'innovation territoriale. Et en fait, on nous a demandé de traiter le sujet de l'eau de manière un peu indépendante, parce que, on va en parler avec le CEDIF, mais toutes les innovations qui arrivent dans l'eau sont effectivement aujourd'hui assez importantes. L'arrivée de l'IA, l'arrivée de tous les enjeux numériques aujourd'hui autour de la gestion de l'eau, des nouveaux matériaux qui sont aussi dans le cadre de l'aménagement du territoire, par exemple tout ce qui est inondation. Il y a plein de choses qui aujourd'hui qui évoluent. On ne va plus construire les routes de la même manière. Donc donc on s'est dit qu'on allait dédier un salon complètement par rapport à ces sujets et pendant 2 jours essayer de voir toutes les innovations qui existent par rapport à la gestion durable de l'eau. Partager les innovations et les bonnes pratiques. Sébastien Fayon, le CEDIF, c'est le plus grand service d'eau de France. C'est combien d'usagers, combien de milliers de kilomètres de réseau? Effectivement, oui, c'était un service qui a été créé en 1923, donc c'est une vieille dame, mais qui est toujours aussi innovant. Dynamique, oui. Et aussi dynamique. Ouais. Donc on dessert 4 millions d'usagers. À travers un réseau de 8000 km de réseau de distribution, de transport. On a l'une des particularités du CEDIF, donc le syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est d'avoir 3 usines de production principales sur les 3 grands fleuves franciliens. Donc 97% à peu près de la production proviennent de ces fleuves. Donc fleuves un peu capricieux, puisque sujet aux évolutions météorologiques, au changement climatique également. Et on distribue donc 755 000 mètres cubes par jour, à peu près 300 piscines olympiques. Ouais. Ça veut dire quoi, gestion durable de la ressource en eau pour un service, un syndicat des eaux comme le vôtre? Mais la ressource en eau, c'est notre matière première, puisque pour produire ce volume important et distribuer au quotidien quelque chose qui paraît normal quand on ouvre son robinet, on part de cette ressource. On fait face à des défis importants en ce moment, des défis de qualité de cette ressource, des défis de quantité, même si l'Île-de-France est plutôt préservée par rapport à ce qu'on a pu connaître en France ou à l'étranger sur des tensions sur la ressource. Mais pour autant, il faut être attentif à l'évolution à horizon 2050, 2100 de cette ressource. Mais plutôt aujourd'hui, c'est un focus important sur la qualité. Oui. Parce qu'effectivement, il y a eu notamment cette enquête menée par UFC Que Choisir et Génération Future qui révèle que l'eau potable en France, elle est largement, je ne vais pas redonner tous les détails de l'étude, mais contaminée par ce qu'on appelle les polluants éternels. J'imagine que ce sera un sujet dans les années du salon, Lionel Léon. Il y a des innovations autour de cette question, notamment parce que comment on fait en sorte de les détecter et de les retirer de l'eau que nous, on va consommer ensuite? Voilà, on appelle ça les PFAS, effectivement. Ces PFAS, aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui ont des solutions qui sont en train d'arriver. Donc, elles ne sont pas encore toutes au point, mais
elle se penche dessus vraiment de manière voilà, très précise. Et là, on voit que dans les années à venir, on va avoir des solutions concrètes pour faire face à justement ces polluants éternels. On voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement au point, mais d'ici peu de temps, il y a des choses concrètes. Alors, sauf que moi, l'eau du robinet, je la consomme tous les jours. J'ai arrêté de boire de l'eau en bouteille. Vous allez me dire, ça déclenche un sourire. Exactement, évidemment. c'est très Oui, évidemment. Mais comment vous me rassurez là, maintenant ? Parce que je lis, il y a des polluants éternels dans l'eau du robinet que je consomme à Paris ou en région Île-de-France. C'est vrai qu'aujourd'hui, polluants éternels, métabolites de pesticides, résidus médicamenteux, perturbateurs endocriniens, il n'y a pas une semaine ou un jour sans qu'on entende dans la presse ces éléments. C'est sain d'avoir ces informations. Ça permet aussi de mettre en avant ces sujets autour de l'eau potable. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Mais alors, c'est quoi la solution ? La solution, c'est des filtres plus alors je suis béotien moi, mais des filtres plus précis, plus efficaces. C'est quoi ? Il y a deux axes en fait sur cette question. Un axe de prévention et de protection de la ressource et un axe effectivement de traitement, puisque ces nouvelles molécules sont aujourd'hui détectées et donc bientôt réglementées, ou en tout cas plus réglementées qu'elles le sont aujourd'hui. Donc il nous faut avoir ce temps d'avance, et ce temps d'avance, il passe par la technologie. Donc le choix du CEDIF, d'installer une filière membranaire haute performance dans ces usines, donc dans les 3 usines que j'ai citées en introduction, à horizon 2027 pour l'une de ces usines, et à horizon 2032 pour les 2 autres. Oui, donc c'est du moyen terme, parce que la technologie existe, c'est un investissement lourd, juste pour bien comprendre ce que ça représente. La technologie existe, elle est robuste puisqu'elle est testée, elle est utilisée dans d'autres cas d'usage, et effectivement c'est un investissement lourd puisque le CEDIF va porter son investissement à un peu plus d'1 milliard d'euros pour équiper ces usines. Vous parliez d'innovation au-delà de la question de la qualité, même si ça se rejoint. Qu'est-ce qu'on va découvrir par exemple, tiens, sur l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à une meilleure gestion de nos ressources en eau? Totalement. Et là, en plus, ça bouge vraiment depuis quelques temps. Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi sur la détection de fuite, parce qu'effectivement, il y a des pertes qui sont énormes aujourd'hui autour de la gestion de l'eau. Donc, on a des sociétés qui sont présentes et qui, avec l'intelligence artificielle, vont pouvoir détecter plus finement les fuites, parce qu'en fait, avec des algorithmes qui sont créés, ils arrivent à découvrir plus facilement les anomalies. Et ces anomalies, grâce à l'IA, aujourd'hui, on les détecte et on arrive à les corriger très très rapidement. Donc voilà. Est-ce que pendant longtemps en France, on s'est vu comme béni des dieux en matière de gestion de l'eau, et donc on ne s'est pas vraiment posé la question de la rareté de la ressource par rapport à des voisins du sud de l'Europe, par exemple? C'est vrai ce sujet n'était pas mis de côté pour autant, mais ce n'était pas forcément une des priorités. Maintenant, ça l'est, on l'a vu à travers l'actualité. Pour autant, le CEDIF a un excellent taux de rendement. On est au-delà des 90% de rendement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se reposer sur nos lauriers. Ça veut dire quoi, 90% de rendement? Ça veut dire que sur 100% de volume envoyé dans les réseaux, 10% aujourd'hui, ou un peu moins de 10%, n'arrivent pas au robinet du consommateur. D'accord, donc ça rejoint l'enjeu des fuites dont on parlait. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc là, on y travaille, puisque 90, c'est un bon taux par rapport au taux qu'on peut avoir sur d'autres territoires en France. Pour autant, il faut aller chercher des points supplémentaires, puisque cette ressource est rare et précieuse, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez changé, ou qu'est-ce que vous allez changer pour aller encore au-delà des 90%? C'est de l'investissement sur le renouvellement des réseaux, mais pas que, c'est aussi de la surveillance. Donc l'IA, on en a parlé juste avant, cette IA va nous permettre, à travers un réseau de capteurs sur notre réseau, de détecter plus précocement des fuites, d'intervenir de manière plus rapide et plus précise sur la zone de la fuite, et donc toute fuite traitée, c'est des économies de volume d'eau non rejeté dans le milieu naturel, et donc de rendement qui augmente. Un chiffre, 700 millions on l'a vu s'afficher furtivement tout à l'heure, mais c'est maintenant qu'on en a besoin, 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, ça représente 9% de la population mondiale, et je lisais en préparant l'émission à Lionel Léon que la demande mondiale en eau pourrait dépasser l'offre de 40% d'ici 2030. Là aussi, un salon comme le vôtre, c'est un salon de solutions. Donc, on a parlé des fuites, il y a d'autres leviers ? Oui, alors il y a effectivement des choses, des enjeux par rapport à l'aménagement urbain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des inondations aussi, c'est un enjeu fort. On ne va plus construire les routes de la même manière qu'hier. Donc là, il y a des nouveaux matériaux qui arrivent.
On a aussi une partie du programme qui est dédiée à l'Afrique, qui s'appelle le Comité des villes africaines. Ouais. Donc là, effectivement, les besoins en eau sont importants. Donc on a aussi des actions qui sont menées par le CEDIF, dont on va parler pendant le salon, parce qu'il y a des actions qui se font aussi à l'international. Et on va justement réfléchir collectivement comment accompagner ces territoires avec aujourd'hui le savoir-faire qu'on peut avoir en France. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, c'est vraiment beaucoup d'échanges pendant 2 jours et de solutions qui seront apportées. Là aussi, pour faciliter l'accès, vous nous dites, il y a une action du CEDIF au niveau international. Quel type d'action et comment ça facilite l'accès à l'eau potable à celles et ceux qui ne l'ont pas? C'est le principe de la solidarité. Le principe qui nous anime en Ile-de-France, c'est la solidarité intercommunale. Mais on a voulu aller plus loin dès 1986 avec cette solidarité internationale et avec le programme appelé Solidarité Eau. Donc débuté en 1986 au CEDIF, à date, c'est 50 millions d'euros qui ont été alloués à ce programme et 5 millions de personnes qui ont pu bénéficier donc, de solutions. C'est quoi? C'est des puits, c'est de l'investissement concret. Alors tout à fait, c'est un investissement concret avec donc un partenariat avec une association qui va déployer et construire des réseaux d'adduction d'eau potable, soit gravitaire, soit par système de pompage. Et au-delà de la construction et de la livraison de ces réseaux, c'est aussi amener à faire cheminer nos partenaires sur l'organisation du service. Le partenariat ne s'arrête pas à la livraison du réseau, c'est comment on le maintient dans le temps et comment on assure sa pérennité pour l'impact le plus important pour les populations desservies. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon salon Aquapolis, merci donc beaucoup. Les 1er et 2 avril prochains, c'est à l'espace Champéret à Paris. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas, tout de suite la bonne idée du jour, elle est signée Francisco Ruiz, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Quai Aérogel, créé en 2015. Avec quelle idée, racontez-moi? Nous, on a été des experts en technologie qui nous permet de fabriquer les aérogels. C'est un matériau basé en silice, 2% de silice, 98% de l'air. C'est le meilleur isolant thermique qui existe. Nous, à l'époque, on a eu l'idée de faire une méthode de production beaucoup plus efficace, beaucoup plus verte, où on peut recycler les différents solvants et fabriquer de l'aérogel et démocratiser l'aérogel. Mais alors, c'est quoi un aérogel et pourquoi c'est un isolant important pour la transition énergétique? Aujourd'hui, c'est le meilleur isolant thermique du monde. Et notre ambition, c'est mettre l'aérogel comme un additif dans les produits d'isolation pour vraiment améliorer son performance thermique finale sur l'application des bâtiments, mais aussi sur des applications comme l'isolation des batteries des véhicules électriques. D'accord. Et donc, pour bien comprendre, vous utilisez des déchets à base de silice, c'est ça, pour que vous intégrez à cet aérogel? La technologie qu'on a développée nous permet de recycler des déchets de la construction, ou tout déchet qui contient plus de 70% de silice, pour prendre cette silice et les transformer dans un aérogel d'une façon continue et en technologie qui recycle tous les composants. Ces déchets à base de silice, qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils ne sont pas utilisés, notamment par vous, pour créer cet aérogel? Ils sont enfouis, ils sont brûlés. Ça se recycle facilement, ces déchets, ou pas? Aujourd'hui, Europe essaie de recycler ces déchets fins de la construction pour faire des lessives recyclées pour la construction ou des verres. Mais nous, on prend une fraction de ces déchets et qui nous permettent de fabriquer l'aérogel. Il y a eu beaucoup de recherche et développement, de brevets déposés pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui? On a passé 9 ans de développement, depuis le laboratoire jusqu'à l'échelle pré-industrielle. Et dans ce parcours, on a déposé 3 familles de brevets sur la santé chimique, sur les process en continu de production et sur une application de l'aérogel dans les véhicules électriques. Et vous avez convaincu un certain nombre d'investisseurs, puisque vous annoncez une levée de fonds, vous venez de l'annoncer, c'était fin janvier, de 18 millions d'euros. Avec quelle ambition? Qu'est-ce que vous allez faire grâce à cette levée de fonds? C'est d'industrialiser, de passer à l'échelle en quelque sorte?
Oui, le but de cette levée de fonds, c'est industrialiser notre technologie et créer un site de production centrale en France de 10 000 m3 de capacité, mais aussi accélérer et grandir les équipes pour tenir cette ambition industrielle. Oui. Avec dernier mot, vos clients, c'est quoi? C'est le marché de l'isolation, tout simplement, le BTP? Oui, aujourd'hui, notre plus gros client, c'est dans l'isolation des bâtiments, dans des différents produits où on ajoute l'aérogel et en la zone géographique européenne. Merci beaucoup Francisco Ruiz, bravo pour votre français et bon vent à Key Aérogel. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain tout simplement. Salut.